Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors si vous avez vu le titre de la vidéo mais que le terme Cold Winter Challenge ne vous dit pas grand chose, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Il s'agit d'un défi lecture hivernal proposé par une personne qui s'appelle l'Enluminée, qui tient une chaîne autour des livres et de la littérature, et ça fait plusieurs années qu'elle propose ce défi tous les hivers. Moi je n'y avais jamais participé, pourtant je le voyais passer régulièrement et ça me tentait à chaque fois, mais voilà, pour plein de raisons, je ne m'étais pas lancée dedans, c'est la première année que je le fais, et du coup j'ai décidé de le faire en entier, puisque c'est un défi lecture qui comprend 12 catégories, 12 grands thèmes, tous autour de l'idée de l'hiver, avec tout ce que ça peut recouvrir, donc un côté un peu cocooning, un côté plus voyage grand froid, un autre côté plus tourné vers l'obscurité, les secrets, les choses sombres, etc. Et vous avez le choix de lire un livre de chaque catégorie ou de piocher voilà, quelques livres dans les catégories qui vous plaisent, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Donc, cette année, j'ai décidé de tout faire. Je vous présenterai donc une douzaine de livres. Je vous donnerai à chaque fois les titres, les noms des catégories pour chaque livre, comme ça vous pourrez mieux voir à quoi ça correspond, et puis je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai choisi tel titre en fonction de tel thème. Voilà, donc plein de choses à dire, plein de très bonnes lectures. J'ai pioché un petit peu dans ma bibliothèque des livres que j'avais depuis très longtemps et c'était vraiment l'occasion de les lire parce que voilà, ils prenaient la poussière, les pauvres, et j'ai fait des très belles découvertes juste en piochant dans mes bouquins. Et d'autres, je les ai pris à la librairie, des nouveautés ou non. Donc je vais vous parler de tout ça tout de suite. Rectification, il n'y a pas 12 catégories, mais 13. Ça fait un livre de plus à vous présenter, c'est tout bénef. Donc je vais vous présenter les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus et pas forcément dans l'ordre de préférence, c'est pas l'organisation choisie. Et on va commencer tout de suite avec Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier. Alors Chloé Chevalier, moi je l'aime beaucoup puisque c'est elle qui a écrit Les Récits du Demi-Loup parus au Mouton électrique, qui était de l'excellente fantaisie, un petit peu à l'ambiance Game of Thrones mais avec beaucoup moins de sexe et de violence gratuite, donc moi je préfère. Et ça c'est le premier tome de sa nouvelle saga. Alors dans celui-ci, on va partir sur une petite île au sein d'un archipel où vivent deux peuples jadis ennemis qui aujourd'hui cohabitent en plutôt bonne entente, ont trouvé des règles de vie en commun. Alors pourquoi jadis ennemis? Puisque le premier peuple, les Leifa, donc qui sont des sortes de très grands hommes assez costauds, avaient fait esclave le peuple des bruyères, que je me représente un peu comme des humains comme vous et moi, pour contrer une malédiction dont ils sont victimes. En effet, les Leifa ne peuvent engendrer que des mâles. Ce qui fait que les filles et les femmes Leifa ont peu à peu disparu et la survie de l'espèce s'en est trouvée extrêmement menacée. En premier lieu, les Leifa arrivant donc sur la terre du peuple des bruyères s'est dit que c'était une plutôt bonne idée d'en faire des esclaves et notamment de pouvoir utiliser leurs femmes d'une façon dont je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a eu évidemment au bout d'un moment une rébellion et désormais les deux peuples vivent en plutôt bonne entente et ont trouvé un marché pour essayer d'équilibrer un petit peu ces relations. En échange d'une sécurité offerte par les Leifa et de leur capacité d'aller chasser la baleine et le dauphin pour nourrir tout le monde sur l'île, le peuple des bruyères offre de temps en temps une de leurs femmes, une de leurs jeunes filles, afin qu'elles portent la descendance des Leifa. Et si certaines de ces jeunes filles n'y voient pas d'inconvénient et se portent plutôt volontaires pour cette tâche, ce n'est pas le cas de la plupart, et d'ailleurs la plupart des filles qui naissent au sein du peuple des bruyères sont cachées dès leur plus jeune âge, on les travestit en garçons, on leur donne un nom masculin et elles vivent toute leur vie comme des hommes. Et cette catégorie donc de filles que l'on travestit sont appelées les héros. Voilà pour notre point de départ. On va suivre une troupe d'amis, donc ils ont tous 17 ans. Il y a des Leifa et des personnages du peuple des bruyères qui constituent ce groupe, qui va décider de partir pour une périlleuse et longue aventure puisque leur île meurt de faim.
Les Leifa n'arrivent plus à chasser la baleine, l'Empire s'est accaparé les ressources et bloque les bateaux de pêche de l'île, même en tirant sur les pêcheurs qui auraient voulu, qui voudraient enfreindre la règle, ce qui fait que petit à petit la famine s'installe et ce n'est plus vivable. Donc ce groupe d'amis de 17 ans décide de façon très téméraire, voire carrément naïve, de prendre un bateau, de contourner les navires de l'Empire et d'aller jusqu'à la ville principale de l'Empire, négocier un partage des ressources, négocier leur survie en fait. Quand ils se lancent dans cette aventure, ils sont pleins de bonne volonté, même si donc l'un des personnages, notre héroïne principale, qui au début n'a pas du tout envie de prendre part à ce genre de choses et puis rejoint l'aventure un peu à contre-cœur, ne cesse de leur répéter que c'est assez dangereux, ça risque de ne pas aboutir, ils finissent par y aller. Alors ils sont pas au bout de leur surprise, ces amis, puisque ils vont découvrir, en sortant de leur petite île, en sortant de leur microcosme, que la vie ailleurs se déroule d'une toute autre manière que ce que eux connaissent. Et Chloé Chevalier, dans son livre, va nous parler de thèmes très très actuels, très intéressants, de thèmes de société en fait qui résonnent énormément avec ce que nous on connaît dans notre quotidien. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et pour le coup ces grands thèmes s'insèrent vraiment parfaitement dans l'histoire, sont très cohérents, très pertinents, et c'est pas ce ne sont pas des thèmes qu'on pose là gratuitement histoire de dire qu'on fait un récit un peu militant, etc. Pas du tout. En fait, c'est vraiment quelque chose qui tisse l'histoire de façon hyper cohérente. Et parmi ces grands thèmes qu'elle va aborder, on va avoir, comme vous l'imaginez bien, la question de l'identité de genre, la question de la maternité, du désir ou non d'enfant, de ce que ça signifie qu'être un homme et une femme dans la société, quelle place pour chacun, quel rôle. Mais elle va aussi nous parler d'immigration, puisque ces jeunes personnes quittent leur île qu'elles ont toujours connue pour découvrir le vaste monde et découvrir aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'autres manières de faire société, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'ils vont découvrir des organisations très différentes de ce qu'ils connaissent et qui vont parfois être de véritables chocs. Elle nous parle aussi de... ça va avec l'immigration, mais de l'exploitation d'un capitalisme un peu absurde qui profite de la faiblesse ou de l'ignorance de certaines personnes pour en faire un peu ce qu'on veut. Nos jeunes personnes arrivent à un moment dans une première grande ville marchande et ils sont affamés, ils n'ont rien, le voyage a été absolument épouvantable et quand ils arrivent ils ont très très faim. Donc il faut qu'ils se nourrissent et dans leur île, là d'où ils viennent, c'est le troc qui est en vigueur, donc on n'a que cette façon d'échanger les ressources et tout fonctionne très très bien, tout le monde est parfaitement rodé à ça. Mais quand ils arrivent dans cette ville et qu'ils veulent troquer quelque chose pour manger, on leur refuse puisque dans cette ville on paye, on doit utiliser de l'argent. Et ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'argent, de à quoi ça sert, de comment on le gagne, pas du tout. Et donc là ils vont se retrouver dans une situation très compliquée puisque on va finir par les aborder, par leur proposer un travail en échange d'argent, donc ces petites choses dont ils ont besoin pour absolument tout. Ne parlant pas la langue de ce lieu, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur propose comme travail, mais ils se sentent obligés d'accepter parce que finalement il n'y a vraiment pas d'autre choix. Et donc le travail qu'on leur propose, évidemment, vous vous en doutez, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose d'assez humiliant et c'est complètement de l'exploitation, mais ils ne s'en doutent pas et de toute façon ils sont un peu pieds et poings liés. Donc pareil, encore un grand thème très important, très actuel. Elle va aussi nous parler de la relativité de ce que l'on considère comme sa vérité, puisque sortant de leur microcosme, nos personnages vont se rendre compte que tout ce qu'ils croyaient vrai n'est en fait qu'une façon de vivre ou qu'une façon de voir les choses. Et puis, y a un suspense qui court tout au long de la première partie du récit, qui est ce secret. Donc des héros du peuple des bruyères qui sont des femmes travesties en hommes, puisque au bout d'un moment, quand on fait un voyage en mer assez long, qu'on est tous ensemble sur un petit bateau,
ça devient assez compliqué de se cacher, quoi. Ça devient assez tendu, d'autant que voilà, ils en ont pour longtemps de voyage, ils sont vraiment les uns sur les autres, et voilà, que faire? Dévoiler ou non le secret, et si on le dévoile, quelles conséquences ça pourrait avoir? Et ça, c'est aussi une réflexion très très importante dans la tête des personnages, puisque une fois que la vérité aura éclaté, si elle éclate, que fait-on? Est-ce qu'on continue à vivre en tant que héros, en tant que personne à l'identité masculine, ou est-ce qu'on se libère de ces carcans et de ce faux semblant pour vivre une vie de personne à l'identité féminine? Mais en même temps, chacun des personnages a vraiment une réponse différente à apporter à ça, une réflexion différente, ce qui est très intéressant dans tout le débat actuel. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je vais pas trop continuer, sinon je risque de vous spoiler. Mais voilà, très bonne porte d'entrée si vous voulez lire Chloé Chevalier, puisque les récits du demi-loup dont je vous ai parlé précédemment existent maintenant en très grosses intégrales, donc il y a 2 tomes chez les Moutons Électriques, et je ne suis plus sûre que les tomes séparés existent encore, donc à vérifier, mais ça vous fait quand même des gros pavés, donc si vous voulez découvrir cette autrice, vous pouvez commencer par celui-ci qui est un peu plus court, qui va avoir une suite bien sûr, et donc c'est paru aux éditions Robert Laffont. Voilà, donc je vous encourage très fortement à le lire, elle a une plume hyper agréable, c'est épique, c'est intelligent, les relations entre les personnages sont très bien pensées, il y a vraiment plein de choses à retirer de cette lecture, et ça vous fait évidemment voyager, vous évader dans un univers imaginaire qui est très bien décrit, très bien construit. Donc voilà, excellente lecture, je vous conseille à fond Chloé Chevalier. Dans la catégorie iceberg lié au secret de famille, j'ai choisi ce livre-ci d'un auteur finlandais dont je ne me risquerai pas du tout à vous donner le nom. Et c'était une excellente découverte qui traînait dans ma bibliothèque depuis un certain temps. Je suis vraiment très contente de l'avoir découverte. Je crois que sur les 100 dernières pages, je ne l'ai vraiment pas lâché. Je ne suis pas allée dormir avant d'avoir fini. Donc il m'a totalement tenue en haleine. Donc Lumiko, ça nous raconte l'histoire de Ella Milana, qui est professeure de finnois et qui, à ses heures perdues, écrit des nouvelles qu'elle fait de temps en temps publier dans le journal local. Sa dernière nouvelle va attirer l'attention de Laura Lumiko, qui est une véritable idole en Finlande, qui est l'autrice jeunesse la plus adulée, la plus admirée du pays. Avec sa série Le bourreau monstre, elle est totalement devenue une icône, et elle a fondé, il y a 30 ans, une société littéraire pour former les futurs écrivains, les meilleurs écrivains de demain. Ella est invitée à en devenir le 10e membre, puisqu'elle a totalement impressionné Lumiko, et ça faisait très longtemps que ce siège était vacant. Les 9 autres membres ont tous intégré la société quand ils étaient enfants, et donc ont été abreuvés du savoir de Lumiko depuis très longtemps. Ils ont quasiment vécu ensemble, puisque les leçons se prenaient dans le manoir de la célèbre écrivaine, et ils formaient comme une espèce de seconde famille, de communauté très soudée. Seulement, cela fait très longtemps qu'il n'y a pas de 10e membre, et Ella Milana reçoit cet honneur très surprise. Et elle s'apprête à être intronisée officiellement dans cette société. Elle se rend donc à un grand repas chez Laura Lumiko, où il y a tout le beau monde, tout le gratin, tout le monde est totalement impatient de voir apparaître l'hôtesse de maison et d'assister à cette cérémonie. Seulement, Ella Milana ne rencontrera jamais vraiment son mentor, puisque, alors que Laura Lumiko fait son apparition en haut de son grand escalier, une tempête de neige se déclenche dans sa maison et elle disparaît. Tout le monde en reste complètement éberlué, personne n'a compris ce qui s'est passé, on la cherche dans toutes les pièces de la maison et elle n'est pas là, elle s'est complètement volatilisée. Donc la vie de 10e membre de la société littéraire d'Ella Milana commence de façon fort étrange. Et les choses fort étranges qui se produiront autour d'elle n'auront de cesse d'augmenter. Elle va donc faire la connaissance des autres membres de la société, elle va les approcher, elle va essayer de se lier à eux, de trouver sa place, et elle va notamment apprendre quelles sont les règles en vigueur, quelles sont les coutumes de cette société littéraire, dont une qui a apparemment une importance vraiment centrale, qui est le jeu avec un grand J.
Et le jeu consiste à défier une personne qui devra répondre à une question sans rien obstruer de ses pensées les plus intimes. Si on sent que cette personne ne donne pas, ne déverse pas ses pensées les plus profondes, ne va pas chercher au très fond d'elle-même, on est autorisé à utiliser la violence. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance qui peut sévir dans ce groupe. Elle va aussi apprendre que la place de 10e membre auparavant était occupée par quelqu'un. Quand ils l'ont tous rejoint enfant, il y avait un 10e membre, un enfant, dont plus personne ne sait ce qui est arrivé aujourd'hui et dont on ne parle plus. Et ça va vraiment l'intriguer, ça va la titiller. Et elle va se mettre en tête de découvrir ce qui est arrivé à ce 10e membre disparu. Autour d'elle, les phénomènes étranges se multiplient, comme je vous le disais. Certains livres de la bibliothèque, dont des grands classiques, voient leur fin et toute leur intrigue complètement altérée. Les histoires sont modifiées, on ne sait comment. Enfin bref, il y a une succession d'événements, tous plus bizarres les uns que les autres, qui va se mettre en place, et notre héroïne va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc le suspense est totalement bien mené. On est vraiment embarqué dans cette atmosphère assez étouffante, assez malsaine, puisque on est quasiment dans la société secrète, un peu occulte, où on ne sait pas vraiment tout ce qui se cache sous le tapis, comme vieilles affaires un peu cracra. Et notre héroïne qui débarque complètement, qui n'a rien eu à voir avec ces gens pendant très longtemps, et se retrouve plongée au milieu d'eux, va essayer de tirer son épingle du jeu. Donc c'est absolument excellent, on va d'hypothèse en hypothèse, je trouve ça nous fait bien cogiter. Si vous aimez l'étrange, les relations un peu malsaines entre des personnages qui ont tous des choses à cacher, allez-y, je vous le conseille, c'était vraiment une super découverte. Donc c'est Lumiko, paru aux éditions 10-18, et je crois qu'en grand format c'était paru aux éditions de l'Ogre. Encore à vérifier parce que je vous le dis de tête, mais voilà, foncez. Dans la catégorie qui était consacrée aux relations d'amour, d'amitié entre adultes, j'ai choisi ce livre aussi, Sur la terrasse dans le noir, de Anne Orstavik, je pense que je l'écorche, qui, pareil, était dans ma bibliothèque depuis un moment parce que c'était les éditions Phébus qui l'avaient édité, et j'aime bien cet éditeur, donc j'avais envie de lire un peu plus chez lui, mais je n'avais pas trouvé le temps encore. Donc ce livre-ci, je l'ai trouvé très intéressant en ce qu'il parle des relations d'amour déséquilibrées, des relations toxiques, du fait qu'on peut totalement par amour se perdre soi-même, se noyer dans une relation qui est totalement déséquilibrée, tout donner pour quelqu'un qui finalement prend et ne donne rien. Tout en donnant en fait juste l'impression qu'on peut construire quelque chose avec, alors qu'il n'en a jamais été question finalement. Donc ça c'est un récit sur un personnage, donc Paula, qui est une universitaire, la quarantaine, avec un énorme manque affectif depuis l'enfance, depuis très longtemps. Et son état émotionnel et psychique est une espèce de voie pavée, de boulevard pour les comportements de pervers narcissiques et autres personnalités de ce genre. Elle va totalement s'éprendre d'un autre professeur, un peu plus vieux qu'elle, Josh Stein, qui va la balader, en fait, avec qui il va se passer quelque chose, ils auront une relation, mais en fait Paula a l'impression que c'est une relation amoureuse, normale, et en réalité rien n'est simple dans cette relation, tout est douloureux, tout est compliqué, tout est déséquilibré. Josh Stein ne la touche pas, refuse d'avoir des liens physiques avec elle, autre que vaguement lui tenir la main. Il lui ment, il la trompe, voilà, il la balade sur toute la ligne, et elle met un certain temps à s'en rendre compte. Elle finit finalement par le quitter dans un espèce de sursaut incroyable. C'est voilà, la douleur de trop, la foi de trop, elle décide que c'est fini.
et elle part pour l'Espagne. Elle habite en Norvège à la base avec sa fille qui a une santé très fragile, donc en plus voilà, elle vit dans un contexte familial où elle a de lourdes responsabilités. Elle doit s'occuper d'une personne qui requiert énormément d'attention. Et elle part en Espagne à la base pour un projet universitaire où elle décide de mener une activité d'escorte. Alors au début, elle justifie ça en se disant qu'elle en fera peut-être un matériau pour ses recherches socio-anthropologiques. En réalité, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle le fait, mais elle se dit qu'elle trouvera bien la justification plus tard. Et elle travaille notamment avec 2 hommes, 2 clients. Et en fait, dans ce voyage, Paula part complètement démunie, complètement brisée. Et c'est un peu bateau de dire ça, mais elle va vraiment partir à la recherche d'elle-même en se coupant totalement de toutes ces attaches qui lui envahissaient la tête, le cœur, qui faisait qu'en fait elle n'avait jamais le temps de s'occuper d'elle-même, qu'elle n'en avait même pas le réflexe. Elle va partager un appartement avec une autre universitaire, une biologiste, Vera, qui a un lien assez profond, assez particulier à la nature et qui possède quelques dispositions chamaniques. Et en fait, Vera, c'est une personne dans le livre, assez discrète. Elle fait quelques apparitions de temps en temps pour discuter avec la protagoniste lorsque le soir, elles ont toutes les deux fini leur journée, qu'elles se retrouvent sur la terrasse, justement, d'où le titre, pour discuter un peu, pour échanger. Et Vera, à un moment, va proposer à Paula de faire un voyage chamanique pour elle, à la recherche de la partie manquante de Paula qui se cache au tréfonds de son inconscient et qui, parce qu'elle est cachée, parce qu'elle a complètement été occultée, ne peut pas être en paix. Et d'où les très nombreux tourments psychologiques de Paula. C'est un roman que j'ai trouvé... alors, il y a quelques longueurs parce qu'en fait le personnage ressasse énormément. Paula a quitté Josh Stein, mais en fait elle n'arrive pas à l'oublier. Elle est complètement toujours en train de se dire mais pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, elle est tout le temps en train de penser à lui. Elle est tout le temps en train de ruminer cette relation qu'il a vraiment bouffée, qu'il a vraiment détruite. Et elle a du mal à passer à autre chose, même si elle a fait un choix radical en s'éloignant de lui et en allant pour un certain temps dans un autre pays. Son ancre est toujours là-bas en Norvège auprès de lui. Et c'est un personnage qui est aussi assez flottant et désincarné, tout simplement parce que en fait Paula ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas comment être elle-même parce que il y a trop de choses qu'elle a refoulées qui sont parties très très loin dans son inconscient. Et qui, tant qu'ils ne seront pas révélés, tant qu'ils ne seront pas réintégrés, feront qu'elle sera toujours incomplète, qu'elle sera toujours comme un peu hors d'elle-même, comme séparée d'elle-même. Il y a des concepts assez liés à la psychologie de Carl Jung dans ce récit-là, et notamment l'idée de fragmentation, réintégration, que je ne vais pas forcément savoir vous expliquer en détail, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est très très intéressant. Voilà, c'est un récit qui va pas être incroyablement palpitant, et comme je vous disais, il y a quelques longueurs, mais par contre je l'ai vraiment trouvé hyper touchant, hyper beau dans ses réflexions sur l'amour, sur comment ne pas se perdre dans une relation amoureuse, comment on peut facilement s'oublier et quel remède à ça, comment on soigne un cœur et une psyché complètement brisés. Donc pour ça c'est vraiment touchant et intéressant, donc je vous encourage à le découvrir et à découvrir le catalogue de Phébus, comme je vous disais, qui est là, qui propose vraiment des très belles lectures. Donc peut-être qu'à un moment je leur consacrerai une petite vidéo parce que j'ai lu beaucoup de choses intéressantes chez eux. Mais voilà pour celui-ci. Alors la catégorie calendrier de l'Avent, c'était un livre dont on n'a pas lu le résumé, donc on se laisse la surprise. Moi j'ai un peu triché, j'ai choisi celui-ci, Pays de neige, que j'avais dans ma bibliothèque, donc j'ai bien dû lire le résumé à un moment ou un autre puisque je l'ai acheté. Par contre je m'en rappelais vraiment plus, donc comme ça me laissait quand même la surprise.
C'est de toutes les lectures que j'ai fait pour ce défi-là, c'est sûrement celle que j'ai le moins aimée. Pas à cause de la plume de l'auteur qui est vraiment très belle. Kawabata écrit de façon très élégante, très délicate. Il a une façon de décrire les paysages, la lumière, les sensations que provoque le fait d'être dans la nature de façon très juste, c'est magnifique. Là-dessus, rien à redire. Par contre, sur le fond de l'histoire et sur le caractère des personnages, j'ai été assez vite agacée et je l'ai terminé quand même, parce que comme vous le voyez, il est assez court. Mais par contre, j'étais un peu fatiguée de leur comportement. Donc c'est l'histoire de Shimamura, qui est un quarantenaire, père de famille, marié, qui ne va pas très bien, qui est un peu déprimé, et donc il se rend dans un petit village traditionnel de montagne, qui fait aussi station de ski l'hiver, pour se changer les idées, se reposer. Là-bas, il fait la connaissance de Komako, qui est une apprentie geisha tout juste sortie de l'adolescence, une très jeune femme, et ne tarde pas à se nouer entre eux une relation d'amant. Sauf que les deux ont un caractère assez différent. Komako est extrêmement généreuse de son énergie, de son temps, de son amour. Elle fait tout son possible pour être auprès de Shimamura dès qu'elle a un petit peu de temps libre, et elle en a pas beaucoup parce que c'est une sorte de bourreau de travail qui, en plus de ses activités de geisha qui lui prennent quasiment toutes ses soirées, qui ont l'air d'être assez intenses, dans lesquelles l'alcool coule à flot, donc elle boit beaucoup, elle est très souvent alcoolisée. Quand elle ne travaille pas, elle apprend la musique toute seule en autodidacte. Enfin bref, elle a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. On devine qu'elle vient d'un milieu assez modeste en plus, donc elle se débrouille un peu par ses moyens. Mais dès qu'elle a un petit peu de temps, elle le consacre à son amant, qui n'est déjà pas là très régulièrement. Et lui, en fait, Shimamura, c'est une personne assez distante, assez détachée, voire même assez égoïste, puisque c'est le monsieur en crise de la quarantaine qui, parce qu'il a besoin de changer d'air, largue sa femme et ses enfants et puis va se promener dans la montagne. Il est assez avare de communication, avare de sentiments. Il est oisif et plutôt froid en fait. C'est un personnage qui ne se passionne pas vraiment pour les choses, qui reste assez détaché. Par exemple, à un moment, on évoque qu'il s'intéresse très fortement à la danse occidentale, mais il ne reste que dans la théorie. Il lit des ouvrages sur la danse occidentale, mais il ne va pas voir des spectacles, il ne danse pas lui-même. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de personnage. Et ce détachement fait assez mal à Komako. Ça l'angoisse, ça la rend triste, et du coup, cet aspect de leur relation est assez toxique, assez agaçant, et Komako elle-même a une personnalité assez fatigante, puisque c'est une personne qui change d'avis comme de chemise. Elle veut quelque chose, et puis la seconde d'après, elle veut son contraire. Elle dit oui, puis juste après, elle dit non. Elle n'arrête pas comme ça de changer d'avis, d'être complètement dans ses contradictions. Mais en même temps, il faut se rappeler que c'est un personnage tout juste adulte, qui est même presque pas encore sorti de l'adolescence. Et donc c'est une période aussi où on est vraiment dans des vagues d'émotions intenses qu'on contrôle pas forcément. Et en ce sens, même si ce personnage était agaçant, je pardonnais un peu cette attitude parce que voilà, la passion adolescente, blablabla. En revanche, le personnage de Shimamura, moi, m'agaçait très fortement. J'arrivais pas à être en empathie avec lui, puisque de toute façon, lui n'était pas en empathie avec grand monde non plus. Il est très contemplatif, mais il a une espèce d'obsession pour la jeunesse, la beauté, la pureté, qui fait qu'il s'éprend de très jeunes femmes. Donc en plus de Komako, il est très attiré par Yoko, qui est une autre jeune femme du village, qui a la moitié de son âge, hein, comme son amante. Et bon, moi, avec ma conscience d'aujourd'hui, avec mes yeux d'aujourd'hui, lire ce roman qui a été écrit au début du XXe siècle, c'est pas la même époque, mais c'est des patterns très souvent vus et revus, hein, l'homme marié qui fuit ses problèmes, sa famille, ses responsabilités pour aller se balader, et puis qui prend une amante plus jeune. Bon, voilà, c'est pas forcément des personnages que j'adore et qui me semblent très sympathiques.
d'autant que leur relation est déséquilibrée et assez toxique. Donc voilà, ça raconte en fait les plusieurs voyages que Shimamura fait dans cette station balnéaire, puisqu'il n'y passe pas la plupart de son temps, hein. Il y va ponctuellement, genre une fois l'an, quelque chose comme ça, et puis pendant tout ce temps-là, Komako l'attend. Euh, donc peut-être que ça vous plaira. Moi en tout cas j'ai pas accroché. Par contre, à découvrir quand même cet auteur, peut-être que je lirai un autre livre de cet auteur qui ne parle pas de ce type de relation pour me réconcilier avec lui, mais en tout cas au niveau de sa plume, c'est une écriture très agréable et comme je disais très élégante, donc ça vaut quand même le coup de le découvrir. Pour cette catégorie, il fallait choisir un livre qui avait trait à la nature, au sens assez large, donc j'ai choisi Mes désirs futiles, qui met en scène des animaux. C'est le premier roman de cet auteur, donc je l'avais pas dans ma bibliothèque, ça c'est une nouveauté. Très bon premier roman, autant pour l'écriture qui est très agréable, déjà bien maîtrisée, et pour les réflexions qui jalonnent ce récit et qui sont passionnantes. Donc de quoi ça nous parle? Notre héros s'appelle Archie, c'est une fouine, et il naît dans une portée au cœur de l'hiver, où dès ses premiers jours, son existence est très compliquée, puisque le mâle de la famille s'est fait tuer par un humain, et la femelle est toute seule pour nourrir, élever et surveiller toute sa portée. Assez rapidement, notre héros va donc vouloir chasser pour donner un petit coup de main à sa mère et pour nourrir ses frères et sœurs, mais sans aucune expérience, sa première partie de chasse est un désastre, il se blesse et il devient boiteux. Sa mère est absolument furieuse puisqu'il devient dès lors une bouche inutile à nourrir, et elle décide de l'échanger au prêteur sur gage, qui est un vieux renard du nom de Solomon, contre une volaille bien grasse. Donc Archie finit entre les mains de ce renard qui devient son nouveau maître et qui lui fait faire toutes les tâches domestiques ingrates, qui le traite comme un moins que rien, qui le rabrousse sans cesse et voilà, qui en fait vraiment sa serpillière. Mais les relations entre eux vont évoluer. Le renard va se rendre compte que Archie semble réfléchir plutôt vite, plutôt bien, semble avoir des prédispositions, et il lui confie un secret qui est qu'il a découvert la vérité sur le monde à travers un livre, puisqu'il a appris à lire le langage humain et à le comprendre. Et donc il lui confie que cette vérité lui est venue de Dieu au travers des mots. Donc on comprend que ce livre qu'il a réussi à lire est la Bible, et il se met en tête d'enseigner la Bible et tout ce qu'il a appris du vaste monde à son domestique qui devient son apprenti. Et en fait, c'est super intéressant parce que Solomon est persuadé d'être en réalité un humain dans un corps animal, c'est une épreuve que lui envoie Dieu, et il est aussi persuadé de mériter le paradis, que lorsqu'il mourra, c'est absolument évident qu'il ira au paradis parce que sa vie vertueuse, etc. Et en fait, Archie, lui, n'est pas dupe. Assez rapidement, il va se rendre compte que si le paradis est ce que Solomon lui en explique, il ne voit pas l'adéquation entre ses valeurs et la vie du vieux renard qui a été jalonné de vols, de mensonges, etc. Voilà, très vite, il détecte comme ça les très nombreux paradoxes que soulève l'enseignement de Solomon. Mais même s'il est un peu dubitatif sur le message de la Bible, s'il est dubitatif sur ses grandes leçons et sur sa morale, il y a quand même des petites graines dans son esprit qui vont commencer à germer et qui vont totalement le bouleverser, et notamment la découverte de sa propre mortalité. Puisque dans son esprit de fouine, la mort c'est pour les autres, la mort c'est pour les animaux faibles et vieux qui ne peuvent plus se défendre, c'est pour ses frères et sœurs qui naissent déjà beaucoup trop faibles et qui s'éteignent au bout de quelques jours, mais ce n'était certainement pas pour lui. Et ça va lui faire un énorme choc et ça va complètement le faire cogiter et le faire remettre en question tout un tas de choses. Et puis aussi, il va se dire que si Dieu est le maître de tout, le père de l'univers qui décide de chaque chose, qui décide de la vie et de la mort des uns et des autres, en fait c'est un être plutôt cruel. Et il va aussi s'interroger sur cette cruauté.
Et il n'aura de cesse, tout au long de sa vie, puisqu'on le suit jusqu'à la fin, de trouver la bonne voie pour mériter le pardon ou la récompense de ce père invisible qui semble tout mener à la baguette. Et c'est vraiment des réflexions qui sont passionnantes et très justes parce que ça nous parle aussi de la place de la violence et de la cruauté dans les leçons que nous enseigne la religion. Et ça met aussi en exergue que la morale construite pour les hommes, donc, dans ces religions pour les hommes, peut avoir du sens vu le peuple à qui c'est destiné, vu la catégorie de personnes à qui c'est destiné, mais transposé à la nature, transposé aux animaux par exemple, bah, très vite en fait ça n'a plus aucun sens parce que la cruauté animale n'est absolument pas nourrie des mêmes nécessités que la cruauté humaine. Le comportement humain n'est absolument pas le comportement animal. Les deux réalités sont quand même très différentes et donc rapidement il y a des choses qui n'ont aucun sens ou qui ne s'appliquent pas. Et quand on veut, quand on se questionne sur l'amour, la compassion et la retenue en tant qu'animal, quel sens ça a? Voilà, c'est très juste, c'est un sujet qui était très intéressant à aborder et c'est bien fait. Donc je vous conseille vraiment de vous plonger dedans, ça fait cogiter gentiment, hein, on n'est pas sur un gros pavé de philosophie, mais ça fait cogiter quand même, donc c'est toujours bienvenu. C'est aux éditions Quai Voltaire. Donc cette catégorie est consacrée au suspense, au thriller, aux enquêtes, etc. Alors moi j'ai choisi La fille dans le verre de Jeffrey Ford, que j'ai depuis longtemps et qui m'avait été conseillé par un ami éditeur et libraire, qui m'avait dit que ça pourrait me plaire, et effectivement ça m'a beaucoup plu, donc je l'ai enfin lu. Je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que, étant donné que c'est un thriller, le plus j'en parle, le plus je risque de vous spoiler, donc je vais juste vous donner la situation initiale. L'histoire nous est racontée par Diego, qui est un jeune homme d'origine mexicaine, le fils adoptif d'un illusionniste génial qui s'appelle Thomas Schell et qui gagne sa vie en menant des séances de spiritisme chez de riches familles. Donc Thomas Schell est bien entendu un imposteur, hein, il ne croit pas aux fantômes et il a tout un tas de trucs et astuces pour mener ce type de cérémonie, faire croire à ses dons psychiques et même faire apparaître les défunts. Donc son numéro est très bien rodé, Diego en fait totalement partie. Et un jour, ils se rendent, comme d'habitude, chez une riche famille pour mener une séance de ce type. Sauf que les choses vont tourner de façon un petit peu chaotique, il y a une partie de leur numéro qui va manquer de capoter. Et lorsqu'il regardera par la fenêtre, Thomas Schell y verra l'image d'une petite fille qu'il n'a jamais vue. Sauf que, comme je vous le rappelle, Thomas Schell ne croit pas aux fantômes. Mais cette apparition le bouleverse totalement. Il rentre chez lui une fois la séance bouclée. Et le lendemain, il part en voyage et dans le train, en première page du journal, il voit la photo de cette petite fille qu'il a aperçue dans le verre la veille et qui est portée disparue. Elle appartient à une riche famille, les Barnes, dont Thomas Schell va se rapprocher pour essayer d'éclaircir un petit peu cette histoire qui le titille fortement. Et là, je vais pas vous en dire trop, mais il va faire la rencontre d'une autre illusionniste, une imposture tout comme lui, surnommée Mademoiselle Chute, que la famille Barnes a aussi embauchée. Et ils vont découvrir donc, tous ensemble ce qui se trame derrière cette disparition inquiétante qui est derrière cette affaire et voilà, quel sombre secret ça recèle. C'est très très bien, les dialogues sont bien écrits, j'ai trouvé qu'il y avait une véritable qualité d'écriture sur cet aspect du roman, et ce qui est pas tout le temps... ce qui était assez qualitatif pour me le faire remarquer, parce que si les dialogues sont bons sans être exceptionnels, ça va passer crème, mais de bons dialogues, moi j'apprécie vraiment ça, et j'ai trouvé que c'était le cas dans ce livre, c'est très agréable, ça se lit tout seul, on s'ennuie pas. Les stratagèmes des personnages pour soit mener à la baguette leurs interlocuteurs lors des séances de spiritisme, ou même les plans qu'ils mettent ensuite en branle pour résoudre l'affaire, parfois vont sembler un peu tarabiscotés et un peu tirés par les cheveux.
Mais en fait, si on accepte le truc, si on voit Thomas Shell comme une espèce de Sherlock Holmes qui va avoir, voilà, qui va vraiment tourner très vite dans sa tête, qui va composer des plans que seul lui peut composer et qui vont marcher, on ne sait pas trop comment. Si vous acceptez ça, eh ben, ça passe tout seul, c'est un excellent divertissement, un très bon suspense, donc allez-y, les yeux fermés. Donc cette catégorie, elle était consacrée à la relecture de mythes et légendes, et donc j'avais le livre absolument parfait pour ça, que j'avais très envie de lire, ça tombait très bien. C'est donc Morgane Pendragon par Jean-Laurent Del Socorro aux éditions Albin Michel. On est sur une réécriture des mythes arthuriens qui est très réussie. Alors le petit point négatif, on va commencer par là parce qu'après j'ai surtout du positif à en dire. Le petit point négatif, c'est ça a été quelques maladresses dans le style, je trouve. Certaines phrases ne sont pas très inspirées, où il y a quelques répétitions un peu maladroites. Voilà, on est sur un style qui parfois va être un petit peu simple, mais ça n'empêche pas du tout que c'est un très bon page-turner, parce que moi je l'ai lu très rapidement, enfin, ça m'a embarqué tout de suite, et ça n'a pas du tout été un frein à mon plaisir de lecture. Donc voilà, c'était pour le petit point négatif, et donc après on va passer à globalement de très bonnes remarques. Donc c'est l'histoire de Morgane, qui est la fille légitime d'Uther Pendragon, et qui, à la mort du roi, a été élevée par son beau-père et cachée aux yeux de tous sur ordre de Merlin. Lorsque survient la fête d'Imolc et que Arthur est devenu adulte, l'enchanteur l'emmène près de la tombe du roi, où il est tout à fait convaincu que son protégé réussira à enlever l'épée de la pierre et donc à devenir le nouveau roi de l'ogre. Seulement les choses ne se passent pas du tout comme prévu, Arthur n'arrive pas à faire bouger d'un millimètre cette épée, et Merlin est bien obligé d'accorder à Morgane le droit d'essayer elle-même. Ce qu'elle fait avec un succès immédiat, puisque sans aucun effort, elle retire l'épée de son socle. Elle devient donc nouvellement couronnée, alors qu'elle n'a aucune expérience et qu'elle ne pensait même pas mériter cette place, qu'elle ne l'avait jamais envisagée. On va suivre donc Morgane dans son nouveau règne sur 20 ans, de son couronnement à l'événement qui marque la fin de son règne. Et ce qui est très intéressant, c'est que Morgane est une personnalité très compatissante, très attentionnée aux autres, qui veut toujours bien faire, qui a un vrai désir de justice. Et en fait, ça va lui jouer des tours dans son nouveau rôle de reine, puisque lui manque, au début en tout cas, une certaine confiance en elle, et puis aussi une certaine cruauté, entre guillemets, qui voilà, peuvent asseoir sa légitimité et faire en sorte qu'on lui obéisse un peu au doigt et à l'œil, mais Morgane ne veut pas être cette reine-là. Ce qu'elle souhaite, c'est unifier le royaume d'Angleterre et que ses vassaux lui soient fidèles par choix et par choix de cœur, et non par les armes. Cependant, si certains vassaux se réjouissent de l'arrivée de cette reine au royaume de l'ogre, qui n'avait plus de souverain depuis un certain temps et qui était donc le sujet de convoitise et de tension, d'autres vassaux, eux, n'entendent pas du tout lui prêter allégeance, et une guerre ne tarde pas à éclater. La toute première guerre est remportée par Morgane malgré quelques pertes. Elle parvient à son projet d'unification du royaume, mais évidemment la paix qu'elle instaure est très fragile. Et au milieu de toutes ces intrigues politiques qu'elle va apprendre un peu vraiment sur le tas, quoi, sans y être préparée, elle va devoir trouver des alliés sur qui compter et savoir déchiffrer dans son entourage qui lui est réellement fidèle et qui risque de lui claquer entre les doigts. Ça, c'est très intéressant, parce que le suspense vient aussi en grande partie de là, c'est qui trahira, qui ne trahira pas. On suit en parallèle la trajectoire d'Arthur, qui est donc l'amant de Morgane quand commence cette histoire, et qui est très partagé entre son amour pour elle et la déception, l'aigreur de ne pas avoir été l'élu, de ne pas être roi, et finalement de s'en retourner dans son duché de Tintagel, à une position sociale qui n'était pas celle que lui avait promise l'enchanteur. Dans ce roman, on a beaucoup de réflexions sur
le destin, sur accomplir son destin, faire des choix, faire des choix personnels quand on a justement ce grand destin qui est écrit pour nous, qui est parfois un peu écrasant. On a une présence très forte de la notion de camaraderie, ça c'est très agréable, de pardon et de rédemption aussi, ça c'est des thèmes qui vont beaucoup beaucoup revenir. Et ce qui en fait une réécriture très contemporaine et très agréable, c'est la place des personnages féminins, puisque Del Socorro leur accorde une place essentielle, et il va chercher dans les récits arthuriens des personnages féminins qui étaient à la base plutôt soit des demoiselles en détresse, ou des servantes, ou des personnages secondaires, et il les met au premier plan et en fait des chevalières, des conseillères, des bardes, des personnages au caractère bien dessiné, au rôle bien défini et qui ont un vrai impact sur l'histoire. Donc ça c'est pareil, c'est très agréable. Alors il explique dans sa préface qu'il s'est un petit peu arrangé avec l'histoire, certaines régions notamment ont été... donc il dessine une carte au début de son roman, et il explique que certaines régions ont été un peu déplacées pour les besoins de sa narration, et que certains personnages ont des croyances par exemple qui peuvent être un peu anachroniques, mais que c'est pour les besoins de son histoire, et donc il s'en explique au début pour qu'on ne soit pas surpris, et que ces petites incohérences que peut-être ceux qui connaissent le mythe arthurien sur le bout des doigts repéreraient ne soient pas une gêne à la lecture. Voilà, ce n'est pas une erreur, c'est fait exprès. Que dire d'autre si, quelque chose qui est assez agréable aussi, c'est la diversité des formes d'amour et de couple, puisque quand Morgane prend son trône, elle est une fervente adepte de la religion de la déesse, et sous la déesse, on peut aimer indifféremment un homme ou une femme, on peut se marier avec un homme ou une femme, peu importe, ce qui n'est pas le cas dans le christianisme, qui a aussi sa place petit à petit en Angleterre, qui gagne un peu du terrain, mais donc on voit, des hommes se marier entre eux, des femmes se marier entre eux, et c'est présenté comme quelque chose de tout à fait normal. Voilà, ce qui est toujours un petit plus, moi ça me fait plaisir, ça fait plaisir à mon cœur. Voilà, donc très bonne fantaisie, plein de magie. Ah oui, j'ai pas parlé de la place de la magie, mais elle a une place, je trouve, très poétique. On nous explique que la féerie et le monde des humains se sont éloignés, qu'avant les fées et les humains cohabitaient, mais que ce n'est plus le cas, hormis au pays de Galles, où le roi Pélès entretient encore un lien très mystique avec la nature. Il vit dans un château qui ne cesse de se déplacer dans la brume, qui n'est jamais au même endroit, et Morgane va devoir faire un choix d'ailleurs quant à la place de la féerie en Angleterre. Est-ce qu'elle la laisse revenir? Est-ce qu'elle lui accorde une véritable place ou pas? Donc c'était effectivement une petite chose dont je n'avais pas parlé, mais la place de la magie dans ce récit est très belle, je trouve, c'est très agréable à lire. Enfin voilà, je m'arrête là et je vous le conseille. Alors cette catégorie, elle était dédiée à l'onirisme, la fantaisie, le fantastique, et j'ai choisi une nouveauté, L'impératrice du sel et de la fortune, publié aux éditions La Talente. C'est un tout petit bouquin, ça fait vraiment très peu de pages, mais ça a été une super découverte, c'est très réussi. On est dans une Chine lointaine, fantasmée, qui rappelle la Chine impériale qu'on peut avoir en tête. Et ensuite deux personnages, donc l'Adelphe Shi, qui est archiviste, qui est une sorte de mémoire ambulante du royaume, qui est là pour consigner les grands événements et pour réactiver un peu la mémoire du passé, fouiller dans les événements qui n'ont pas été consignés, pour les retranscrire et transmettre cette mémoire. Accompagné donc d'un oiseau qui s'appelle Presque Brillante et qui est un animal à la mémoire absolument prodigieuse. En route vers la capitale pour célébrer ce couronnement, ils vont longer une zone qui était autrefois interdite d'accès, où se trouve un lac, et au bord de ce lac, une maison où personne n'avait le droit d'aller, mais la zone a été déclassifiée il y a peu, et ils peuvent donc s'approcher de cette bâtisse, où ils aperçoivent une vieille dame qui est là, qui ne tarde pas à leur faire la conversation, qui les invite à entrer, à prendre le thé.
Et au fur et à mesure de leur discussion avec cette vieille dame, qui se surnomme elle-même Lapin, ils vont apprendre que cette maison avait autrefois abrité l'exil de l'ancienne impératrice, donc qui avait été chassée du royaume par son mari, et qui avait vécu un temps assez long ici. Lapin était sa domestique et son amie, et elle a vécu tout l'exil de l'impératrice à ses côtés dans cette maison. Et cet épisode de l'exil est assez peu renseigné. Shi en connaît assez peu de choses, et donc va profiter de sa présence et de la présence de Lapin pour la questionner sur ce qu'il s'est passé dans cette maison juste avant une rébellion qui a eu lieu. Et tous ces souvenirs que Shi va amasser, va entendre de l'oreille de la servante, vont prendre pour point de départ des objets dans la maison qui vont attirer son attention, et ces objets et leur histoire vont être remis en contexte par Lapin, qui va à chaque fois donc raconter un épisode auquel cet objet lui fait particulièrement penser. C'est je trouve, une façon très poétique d'aborder la mémoire, les souvenirs par rapport à des objets, parfois des toutes petites choses qui pourraient paraître insignifiantes et qui pourtant ont une énorme portée, ont une grosse portée symbolique ou émotionnelle. Et en fait, c'est assez joli parce que quand on commence le récit, on ne sait rien de ce qui s'est passé, et quand on termine le récit, on sait à la fois beaucoup plus de choses et en même temps pas tant que ça, parce que on a eu des bribes, on a eu des petits flashs, on a eu des portes entr'ouvertes sur ce qui s'est passé, mais on n'a jamais eu le déroulé chronologique et hyper précis de tout ce qui s'est passé de A à Z, donc on reste un peu dans une sorte de flou, de flou poétique, et que moi j'aime beaucoup. J'aime bien les récits où on prend pas le lecteur par la main pour lui expliquer par A plus B tout ce qui s'est passé dans le détail afin qu'il n'y ait aucune zone d'ombre et qu'il ait vraiment bien compris. Moi j'aime beaucoup la liberté qu'on va laisser au lecteur d'imaginer ce qu'il y a entre eux, ce qui nous est dit. Et c'est en général des récits qui me touchent beaucoup parce qu'ils me font m'impliquer au niveau de mon imaginaire, au niveau de mes sensations. Et ça, c'est souvent un élément qui me plaît beaucoup dans mes lectures. C'est le cas pour celui-ci. Donc voilà, j'ai vraiment énormément apprécié. J'ai trouvé aussi assez intéressant, et La Talente publie pas mal de textes comme ça ces temps-ci. Enfin, pas mal. J'ai en tête surtout le dernier texte de Becky Chambers, mais il faudrait que je creuse pour savoir s'il y en a beaucoup d'autres qui abordent ce thème. Mais le personnage de Shi, donc est nommé Adelph Shi, est parfois genré au féminin, parfois au masculin. Ce qui est très surprenant au début de la lecture, parce qu'on a un il et puis juste après on a un elle, et on n'est pas sûr d'avoir bien compris, il faut qu'on revienne en arrière. Et en fait, une fois qu'on a compris que c'est il ou elle, peu importe, que ça va changer et que ça va sans arrêt passer de l'un à l'autre tout au long du récit, en fait on comprend que c'est un personnage qui est dédié à la mémoire collective, au souvenir collectif des choses, et que par conséquent son identité propre n'a que peu d'importance, et en tout cas ne doit pas interférer avec la mission, et cette personne n'est pas là pour raconter l'histoire des grands hommes ou l'histoire des grandes femmes. Cette personne est là pour raconter du mieux possible l'histoire d'un royaume. Et comme son rôle est d'incarner les archives du royaume, j'ai trouvé ça finalement assez pertinent, assez cohérent que on ne soit pas on ne soit pas chez un personnage à l'identité très figée et très marquée. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que pareil, ça relie des thèmes très contemporains, très actuels, etc. Mais ça le fait intelligemment, et c'est plutôt bien joué. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce petit récit si vous aimez les styles aussi très légers, délicats, presque évanescents. On est vraiment sur l'attention portée aux petites choses. Il y a beaucoup de douceur aussi dans cette écriture.
Et la relation qu'a Lapin avec l'impératrice est très belle aussi, puisqu'il y a forcément un lien hiérarchique, mais elles ont une confiance l'une en l'autre, une amitié qui est très belle. C'était une super découverte, donc je vous invite à le lire, et il y aura une suite normalement, c'est un cycle, et je ne sais pas s'ils seront tous aussi courts, mais c'est en tout cas le début d'un petit cycle. Voilà. Donc à la base, cette catégorie, elle est dédiée aux livres autour des fantômes, du passé et des jeux entre les époques. Moi j'ai un petit peu triché, j'ai fait un petit pas de côté en choisissant Tist de Luvan ou Louvan, je ne sais pas trop comment prononcer, publié aux éditions Dystopia, puisque ce livre nous propose non pas un jeu avec les époques, mais un jeu avec les différentes strates du temps ou de l'univers. Donc effectivement, on n'est pas pile poil dans le thème, mais j'avais très envie de lire ce livre, et du coup voilà, il va rentrer dans cette catégorie, je le veux. C'est un roman de fantasy très original. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que, comme je vous disais avec l'impératrice du sel et de la fortune un peu avant, c'est un livre qui va présenter pas mal de mystères, pas mal de choses à éclaircir, encore plus hein, que dans le précédent, que dans l'impératrice. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que on va commencer l'histoire en ne sachant rien, et on va la terminer en ayant reçu beaucoup d'informations, mais en même temps en n'étant pas tout à fait sûr d'avoir tout compris, d'avoir tout saisi, et c'est vraiment pas grave. C'est ce qui fait tout le sel de ce livre, et tout l'onirisme, la poésie, la beauté de cette lecture. Et comme je vous le disais précédemment, moi c'est vraiment des choses que j'apprécie énormément, c'est qu'on laisse de la place à mon imagination, à mon interprétation, et qu'on me propose des choses voilà, très symboliques, métaphoriques ou mystérieuses, et débrouille-toi avec ça, avec les quelques indices parsemés dans le texte pour comprendre ce qui se joue réellement derrière tout ça. Là on est en plein dedans, donc ça parle très très fort à mon cœur de lectrice. Niveau histoire, intrigue, alors c'est un peu, ça va être un peu dur à résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être appauvries si je les résume. En fait, il faut vraiment le lire quoi, pour voir la portée de cette histoire. Mais on va faire une tentative quand même. Donc on rencontre notre personnage principal qui s'appelle Soda, qui est une femme de 50 ans, aux origines inconnues. On sait juste qu'elle a la peau sombre et qu'elle a été adoptée, mais elle a été trouvée sur les rochers par sa famille adoptive, et on n'en sait pas plus sur l'endroit d'où elle vient. Elle a des dispositions à voyager entre le monde endormi, donc c'est la Terre, quoi, le monde des humains normaux, et ce qu'elle appelle le pays vif, et on comprend que le pays vif, ça va être une sorte un peu de féerie. Ce n'est pas le royaume des rêves, parce que le royaume des rêves c'est encore autre chose, il s'appelle le pays veuf dans ce récit, mais le pays vif c'est une couche de notre univers, invisible pour beaucoup de personnes, qui ne savent ni voir ni écouter, où résident des créatures surnaturelles et où se jouent des enjeux qui sont le reflet d'autres enjeux qui ont lieu sur Terre, mais avec manifestés d'une autre façon. Donc Soda a la capacité de voyager de l'un à l'autre. On dit qu'elle s'est éveillée il y a peu, et en tant qu'éveillée, elle peut être appelée en pays vif pour remplir des quêtes, des missions, et pour aider les créatures qui vivent en pays vif à se dépêtrer de problèmes, d'enjeux importants. Et une quête va donc emmener Soda en pays vif, et en fait ça va être le début d'une grande recherche, d'une grande découverte pour ce personnage autour de qui elle est réellement, son identité, son essence, et tout sa quête personnelle, en fait, sa quête personnelle de découverte d'elle-même, qui va se dessiner petit à petit, va s'enchevêtrer avec une autre quête qui, elle, a trait à la
au bien-être, à l'harmonie, même quasiment à la survie des différents mondes, puisque tous les mondes, toutes les strates du monde sont liées. Si le pays endormi est en grand danger, évidemment, en pays vif, il court aussi un énorme danger. Enfin voilà, ça se répercute à tous les niveaux. Et donc pour sauvegarder cette harmonie, comment dire, pour entraver cet énorme danger qui menace toutes les strates, Soda va devoir voilà, user d'ingéniosité, voyager entre les différentes couches, entre les différentes strates pour trouver l'origine de ce mal et trouver aussi comment y mettre fin, comment rétablir ou sauvegarder l'harmonie, en même temps qu'elle découvre son rôle central dans cette histoire qu'elle n'imaginait même pas. Donc je vais m'arrêter là pour le résumé parce que sinon je sens que je vais m'embrouiller et commencer à raconter des trucs sans queue ni tête, je vais totalement vous perdre. Mais vraiment je vous encourage à le découvrir, c'est une petite maison d'édition mais qui fait vraiment un travail de grande qualité. Coucou Xavier, ça te fait plaisir? C'est fait exprès. Mais ce n'est pas un compliment en l'air, je le pense de tout cœur. Donc je vous montre l'intérieur qui est illustré. Donc par exemple, en plus du texte, on va avoir des pages illustrées comme ça. À l'ouverture de chapitre aussi, chaque ouverture de chapitre est illustrée. Hop, comme ça. Je vous en montre un petit dernier, parce que c'est quand même très beau. Voilà. Donc chaque ouverture de chapitre est illustrée. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que je trouve que c'est un hommage à la force de la littérature, de cet art en particulier qu'est la littérature, puisque certaines histoires peuvent être racontées, par exemple je vous parlais de Morgane Pendragon, ou je vous parlais de La fille dans le verre par exemple. Ce sont des livres des histoires qui peuvent être racontées et par la littérature et qui pourraient très bien être adaptées en film ou en série sans aucun problème. Enfin, vraiment, on ne perdrait pas l'essence de l'histoire, on comprendrait tout, enfin, l'adaptation serait vraiment pas compliquée. Alors que celui-ci, si vous voulez l'adapter en format visuel, bah bon courage. Bon courage parce que l'adaptation serait compliquée. Tout simplement parce que il se passe dans ce livre beaucoup de choses que nous, humains endormis, donc qui n'avons pas accès aux autres strates, ne pouvons pas comprendre, ne pouvons pas vraiment appréhender parce que c'est beaucoup trop loin de ce qu'on vit au quotidien et de ce qu'on est même capable de mentaliser. Donc la narratrice va nous expliquer ce qui se passe en essayant d'adapter son discours à notre compréhension humaine, en nous avertissant qu'elle ne pourra pas malheureusement tout nous restituer et qu'elle va devoir faire des approximations, faire des raccourcis ou voilà, oublier des choses parce que de toute façon ces choses sont indescriptibles et que ça ne peut pas se mettre en mots compréhensibles pour nous. Et ça c'est très intéressant aussi parce que là l'imagination a un boulevard pour faire sa propre interprétation, et en tant que lecteur et lectrice, vous êtes hyper engagé dans cette lecture parce qu'il faut que vous compreniez, quoi. Votre cerveau ne peut pas rester sans comprendre, donc il faut que vous palliez à ce manque d'informations ou à ces informations très floues pour construire quand même ce récit dans votre tête. Et ça peut passer par les mots, ou ça peut passer aussi par l'audio, une adaptation audio, pourquoi pas, mais si on vous donne tout cru dans le bec les images, ça marche plus, ça perd en force totalement. Donc ça c'est aussi une très grande déclaration d'amour à la littérature, je trouve, ce titre, et à la littérature de l'imaginaire. Bravo, c'est une très grande réussite, j'ai adoré découvrir ce texte. Cette catégorie, elle était dédiée à l'angoisse, l'horreur, les créatures de la nuit, vous voyez un petit peu l'ambiance, et j'ai choisi une BD, la seule de la sélection, et c'était une BD que j'ai d'abord découverte il y a, je pense, 15 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté il y a 15 ans, je l'avais lu à l'époque, et ça faisait très longtemps, j'avais vu l'adaptation récente en série, et j'avais du coup envie de me replonger dans cette histoire parce que voilà, ça faisait un bail. Il s'agit de Sandman de Neil Gaiman, paru aux éditions Urban. Donc Gaiman est au scénario et il y a, je crois, 5 ou 6 illustrateurs différents pour cette histoire, donc beaucoup d'artistes qui ont collaboré.
Ça, c'est le premier tome de l'intégrale. Donc pour ce challenge, je m'en suis tenue au premier tome qui est déjà un bon gros bébé. Je pense que ça suffit. Donc là, comme je vous disais, il a été récemment adapté en série sur Netflix. Donc de quoi nous parle Sandman? C'est l'histoire, les aventures, mésaventures, turpitudes et ennuis dans lesquels va se retrouver plongé un dieu mineur, le dieu des rêves et des cauchemars, qui au début de l'histoire se fait capturer, se fait enfermer par un occultiste en quête de gloire, d'argent, de jeunesse éternelle, qui, lors d'une cérémonie, l'invoque par erreur puisqu'il pensait invoquer la mort et donc mettre la mort en bouteille, la contrôler, en faire ce qu'il voulait. Mais il capture donc le frère cadet de la mort qui est Rêve. Et il décide de l'enfermer et d'essayer d'en tirer le plus parti possible puisque son rituel a quelque part échoué, mais il se trouve quand même en présence d'une divinité qu'il espère pouvoir convaincre de lui accorder tout ce qu'il souhaite. Les années passent, les décennies passent et Rêve refuse obstinément de satisfaire son geôlier qui ne cesse de lui réclamer des avantages pour devenir un surhomme, obtenir des capacités extraordinaires, et Rêve ne lui décoche pas un mot. L'occultiste finit par mourir, c'est son fils qui reprend le flambeau et qui ne sait pas trop quoi faire de cette créature qu'il tient enfermée chez lui dans son sous-sol, qui ne parle toujours pas, et qui finira quand même, après un très 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 long moment de captivité, par la ruse, à s'échapper. Et dès lors qu'il parvient à s'échapper, il se rend immédiatement dans son royaume des rêves et des cauchemars qu'il a délaissé pendant très longtemps, et il va se rendre compte que son royaume est sans dessus-dessous, que les choses sont complètement parties à volo en son absence, et il va essayer de réparer un petit peu les dégâts, de remettre de l'ordre dans tout ça, et surtout de récupérer ces 3 artefacts qui lui ont été volés par l'occultiste et qui, avec les années, ont été échangés, éparpillés aux 4 coins du monde. Certains ont même quitté le plan terrestre et ont atterri dans d'autres plans. Enfin bref, c'est vraiment le bazar, c'est l'angoisse pour notre pauvre Rêve, qui a vraiment du pain sur la planche. Donc on va vraiment avoir une foule d'aventures, de situations qui vont se passer parfois sur le plan terrestre justement, et parfois dans le monde du rêve, ou dans d'autres plans comme les enfers par exemple. Notre dieu mineur va devoir se rendre jusqu'en enfer pour récupérer son matériel. Ça va pas être simple. J'aime vraiment beaucoup moi, le côté très coloré, ça va vraiment dans tous les sens, c'est découpé par chapitre, et d'un chapitre sur l'autre, on n'est pas dans la même ambiance en fait. Il y a une foultitude d'ambiances, de paysages, de personnages, de situations, qui fait que on est réellement dans une ambiance onirique et foutraque, parfois très très noire, parfois loufoque, un peu débridée, très haute en couleurs. Je vous montre un petit peu les illustrations, ce que ça peut donner. Par exemple, je sais pas si avec le contre-jour on verra bien, mais ces 3 personnages en fait n'en forment qu'un et sont, on peut l'appeler la déesse Hécate, ou c'est en tout cas une déesse à trois têtes, où ça rappelle un peu les parcs ou les moires, vous savez. Donc ça, c'est une déesse que consulte notre roi des rêves pour espérer retrouver ces objets. Donc leur apparition est très loufoque parce que elles changent de place sans cesse. La pucelle, la mère et la grand-mère ne cessent de changer de place, d'invectiver le roi des rêves de façon assez amusante, assez espiègle. Donc on a ces côtés un peu loufoques, et puis on va avoir d'autres choses beaucoup plus sombres. J'essaie de vous retrouver un passage. Il y a un chapitre en particulier qui est un peu costaud. Vous voyez ce genre de choses, avec ce personnage qui est complètement cinglé, qui est un psychopathe, qui a été enfermé pendant très très longtemps dans un institut jusqu'à s'en échapper. Et en fait, tous ces personnages ont un lien soit directement avec le roi des rêves, soit
soit avec des personnages secondaires de l'intrigue, mais en tout cas tous sont impactés très très fortement par toutes ces années où le roi des rêves était absent de son royaume et où une espèce de grande épidémie de sommeil s'est répandue dans le pays. Donc à partir du moment où Rêve a été capturé, certains n'ont plus dormi du tout, donc ne plus dormir ça mène à devenir un peu zinzin. D'autres au contraire sont tombés dans un coma pendant des décennies dont ils ne se sont jamais relevés, et en fait le monde entier, du fait de cette absence sur le plan du rêve, le monde entier terrestre est devenu une espèce de chaos aussi, à l'image du chaos qui règne sur l'autre plan. Enfin, voilà, c'est pareil, assez difficile à résumer parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, donc là je pense que vous avez compris l'essentiel. Mais c'est la série... visuellement, la série est très belle et elle suit plutôt pas mal la chronologie de la BD. Donc si vous l'avez vue, vous allez retrouver vraiment des choses que vous avez, des choses qui vous sont familières dans la BD. Si vous avez vu la série, vous n'allez pas être perdu, vous allez retrouver les personnages. Mais le déroulé des choses est parfois un tout petit peu différent. Donc ça peut être sympa, même si vous avez déjà vu la série en entier, ça peut être très sympa de vous plonger dans la BD, tout simplement parce que c'est l'œuvre originale aussi. Donc c'est de ça que tout part. Voilà pour Sandman que je vous remontre. Donc, petit changement de place pour pouvoir vous parler sans avoir le soleil dans la figure parce que là ça devenait vraiment critique. Donc pour la catégorie suivante, il s'agissait de livres en rapport avec les paysages hivernaux ou le froid. Et j'ai choisi un texte qui a d'abord été publié sous le titre Je suis février en français et Lightboxes en version originale, et qui a changé de titre. Donc moi j'ai lu la réédition qui s'appelait L'histoire de l'hiver qui ne voulait jamais finir, mais c'est le même livre. Si vous avez lu un titre qui s'appelle Je suis février, c'est la même chose. C'est un format qui est très original déjà par le côté fabrication. C'est un petit format carré, couverture cartonnée, abondamment illustré. Au niveau de la forme du texte, on va être à mi-chemin entre le conte, le poème ou la nouvelle. Et au niveau de l'ambiance, on va être entre des frères Grimm, des films de Burton et un gros côté Max et les Maxi Monstres aussi, pour vous situer un petit peu l'atmosphère. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça laisse une grande part à l'imagination du lecteur, de la lectrice. On a beaucoup de choses à imaginer, il y a différents niveaux de lecture. Ça c'est intéressant aussi parce que chacun va pouvoir prendre de ce livre ce qui lui parle, ce qu'il questionne. Et voilà, il y a beaucoup de mystères, c'est très poétique, très onirique. On est dans une ville, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop à quelle époque, où volaient dans le ciel, il n'y a pas si longtemps, des cerfs-volants, des montgolfières, etc. Mais une poignée de prêtres est arrivée dans cette ville et a décrété que le vol était désormais hors de question puisque février était arrivé. Et du moment où février arrive, il apporte avec lui l'amorosité, la grisaille, le froid, la neige, le vent, tout un tas de choses très désagréables et très contraignantes qui font que le village va désormais subir un quotidien très difficile. Et en fait, février, on ne sait pas trop ce que c'est ou qui il est. Il est écrit avec donc une majuscule à F, et on ne sait pas si on parle du mois de février, le mois d'hiver, ou d'une entité qui s'appellerait février. Et ça, on va découvrir aussi petit à petit, qu'est-ce que c'est que ce février qui pourrit la vie des habitants. Donc, petit à petit, les habitants vont se rebeller, vont se mettre en colère, parce que leur quotidien est devenu épouvantable, ils crèvent de froid dans leur maison, on leur interdit tout un tas de choses, ils ne peuvent plus explorer le ciel, et surtout des enfants se mettent à disparaître dans des conditions totalement inexplicables, dont la fille de l'un des héros, qui s'appelle Thaddeus, qui était un conducteur de montgolfière, qui disparaît dans sa chambre une nuit sans aucune explication. La rébellion va se mettre en place, on va suivre différents groupes de personnages avec des noms un peu rigolos, un peu incongrus. Donc il y a un groupe par exemple qui s'appelle La Solution,
qui est constitué de personnages avec des masques qui rappellent un peu les médecins de peste, des masques d'oiseaux de toutes les couleurs. Un autre groupe qui s'appelle l'effort de guerre, donc conduit par Thaddeus, avec des habitants en colère qui veulent lutter contre Février. Et même les enfants qui, au final, ont l'air de se balader dans des souterrains sous la ville, commencent à organiser leur propre révolte. Et en fait, tous ces personnages-là vont fomenter des tas de plans, des tas de ruses, etc., pour essayer de mettre fin à ce Février qui leur pourrit la vie. Et en fait, Février, au bout d'un moment, on va le croiser. Entre plusieurs chapitres qui nous parlent des habitants, on va voir ce personnage qui a priori vit dans le ciel avec sa femme et qui se morfond un peu parce que il ne veut pas faire de mal autour de lui, il a l'impression d'être plutôt une bonne personne, mais voilà, il souffre de cette réputation qu'il a et il est tout déprimé. Sa femme essaie à la fois de le réconforter lui et d'aider les habitants, donc elle est obligée de jongler un peu avec deux situations contradictoires, de ménager la chèvre et le chou. Non loin de la ville, un peu en lisière de la forêt, vit un constructeur de maisons et sa femme que les habitants vont prendre à un moment pour Février et vont commencer à aller enquiquiner avant de s'apercevoir qu'en fait c'est pas lui. Bref, il se passe tout un tas de choses, c'est un peu... c'est assez foutraque, c'est très inventif en fait, on est dans un récit très très libre quoi, et c'est comme si on était dans un rêve où des éléments arrivent comme ça de façon incontrôlable et imprédictible. Et on l'accepte parce que voilà, on est dans un univers de contes, un univers onirique, donc il se passe des choses étranges et c'est tout à fait normal. C'est vraiment une super découverte, c'est un très beau texte, c'est très bien écrit, et voilà, vraiment l'originalité, l'inventivité de ce récit est très agréable. Je vous invite vraiment à le lire et à ne pas vous laisser intimider par le format qui est quand même et à l'intérieur et à l'extérieur un peu déconcertant au début. J'essaierai de trouver quelques illustrations si j'y arrive, je les mettrai là pour vous montrer les dessins à l'intérieur. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce texte et voilà, je vous encourage vraiment à le découvrir. Pour cette catégorie, il fallait choisir un livre sur un personnage athlétique. J'ai donc choisi La Vierge néerlandaise, qui est une traduction récente. Je ne sais plus en quelle année il est sorti aux Pays-Bas, mais la traduction française est toute récente. On est en 1936, et on va suivre à la fois l'histoire d'une jeune femme de 18 ans qui vit aux Pays-Bas avec son père, qui est escrimeuse, et l'histoire d'un moment clé politique en Allemagne, et donc les deux histoires vont s'interpénétrer. Côté héroïne, donc Jana se rêve en championne olympique d'escrime, et pour perfectionner son art, son père va l'envoyer en Allemagne chez Egon von Bottitcher, qui est un maître d'armes de sa connaissance, avec qui il a beaucoup correspondu des années auparavant, pour qu'il forme sa fille à atteindre ce niveau. Et quand elle va arriver chez von Bottitcher, elle va assez vite se rendre compte de la personnalité un petit peu mystérieuse, taciturne, assez rugueuse du maître de maison, mais elle va très vite aussi en tomber très amoureuse, et c'est son premier amour, donc on est sur quelque chose d'un peu voilà, passionné, irrationnel. Elle voit bien que c'est un homme qui a été très abîmé par la guerre, qui a toute une partie de son visage qui a été recousu, mais qui aborde d'horribles blessures. Et malgré tout, elle est fascinée en fait par cet homme. Ils vont assez rapidement nouer une relation, mais là où Jana se rêve en héroïne romantique des grands romans russes qu'elle lit, elle va un peu déchanter en fait en s'apercevant que le maître n'est pas une personnalité très douce, et que une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, pour le dire de façon très, très condensée, il ne lui parle pas, il la regarde à peine, et voilà, c'est une relation qui est tout sauf romantique et qui la frustre beaucoup.
Ne pouvant pas discuter avec le maître de choses intimes et en fait ne connaissant pas cette personne et son histoire, elle va décider de fouiller dans ses affaires et va tomber sur la correspondance entre son père et von Bottitcher il y a longtemps, juste après la guerre qui les a fait se rencontrer. Et là elle va découvrir que la relation entre les deux hommes est un peu compliquée et il semble que von Bottitcher en veuille à son père, qui pourtant est médecin et l'a sauvé, lui en veuille de quelque chose, mais elle ne comprend pas quoi au début, et donc elle va remonter un peu le fil de ses lettres, de ses révélations, pour comprendre de quoi il s'agit. Elle va être obligée de cohabiter avec, de cohabiter assez régulièrement avec Julia, qui est l'ancienne amante de von Bottitcher, et qui s'invite régulièrement au manoir, qui a une relation avec le maître très ambiguë, puisqu'on sent qu'ils se sont aimés très fort et qu'en même temps cette relation a capoté et qu'ils n'arrivent pas à se détacher l'un de l'autre et qu'en même temps rien ne sera plus jamais possible, ce qui met Yana encore plus dans une situation de malaise et d'inconfort. Et en plus de l'histoire de cette jeune femme, qui va arriver dans l'âge adulte de façon un peu brutale, un peu soudaine et qui va devoir s'en accommoder, on va avoir tout un pan du récit consacré à la montée en puissance du national-socialisme d'Hitler, qui petit à petit va faire que les relations de von Bottitcher, qui lui est un ancien hussard et toujours fidèle à l'empereur, ses relations avec les autres vont se déliter petit à petit. Ses domestiques adhèrent aux thèses d'Hitler, à la politique d'Hitler, et ce qui est au début une petite confrontation pas trop méchante va devenir une tension beaucoup plus importante au fur et à mesure des pages. Bottitcher organise chez lui des combats d'escrime un peu particuliers, pas très légaux, et au début ses étudiants escrimeurs et lui s'entendent bien, il y a une relation de respect mutuel, et puis petit à petit les choses s'inversent, les étudiants commencent à menacer le maître, à menacer de le dénoncer, commencent à... Le respect qui lui témoignait s'effrite petit à petit, et on sent qu'on est à un moment charnière de l'histoire de l'Allemagne où il y aura un avant et un après, où les choses ne seront plus comme avant et où un ancien monde est en train de disparaître au profit d'une nouvelle politique, d'une nouvelle idée de la société. Ça, c'était très intéressant de nous placer, non pas au moment où le nazisme est déjà très implanté et où tout ce qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu, mais juste avant, à ce moment où tout va basculer. Et on sent dans le récit une tension étouffante qui ne fait qu'augmenter, à tel point qu'au bout d'un moment, ça en devient irrespirable. Donc c'était un très bon roman, j'ai bien apprécié l'aspect historique. Alors on est dans une fiction, hein, mais il y a quand même, on sent que ça a dû être une période extrêmement troublante et troublée, mais d'une autre façon que lorsqu'on a découvert les horreurs du nazisme. C'était troublant parce que voilà, on sent qu'il y a un basculement un peu dangereux, inévitable, et ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus incontrôlable. Les amis deviennent des ennemis, il faut se méfier de tout le monde, enfin voilà, et pour le maître qui a l'habitude d'un peu de régner sur son petit monde, évidemment c'est assez compliqué. Et bien voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Oui, il y a aussi dans ce roman le thème de l'imperfection versus la perfection, qu'on va retrouver et dans les leçons d'escrime du maître et dans les idéaux politiques de l'époque. Et on a aussi un autre débat qui est l'asymétrie et l'ordre versus le chaos. Donc ces concepts prennent une grande place dans l'histoire, et ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà pour La Vierge néerlandaise, et il ne nous reste plus qu'un livre. Je crois que je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ouais, je suis totalement partiale, mais voilà, j'ai très hâte de vous parler de ce dernier livre. Donc la dernière catégorie, c'était un livre feel good, un livre cocooning ou un livre qu'on avait adoré dans son enfance. Et je suis très triste de ne pas avoir lu ce livre dans mon enfance, parce que je pense que ça aurait été un de mes livres préférés, clairement. Il s'agit, tada, du Hobbit de Tolkien. Donc j'ai gardé le côté feel good parce que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit ou
tout ce qui a trait à l'univers de Tolkien. C'est vraiment mon réconfort. Je me fais un marathon Seigneur des Anneaux tous les ans, voire plusieurs fois par an, parce que y en a jamais marre. Et c'est vraiment c'est mon univers feel good, mais ça me réconforte à un point inimaginable, et j'aime cet auteur de tout mon cœur. Donc voilà, Le Hobbit, que je n'avais pas lu. Parce que en fait j'aimais beaucoup Le Seigneur des Anneaux, que j'ai découvert adolescente, mais en fait Le Hobbit, je sais pas, j'étais passée à côté, je l'avais toujours pas lu. J'ai vu les films, et j'ai beaucoup aimé les films, mais je savais que ça ne suivait pas réellement le roman, qu'il y avait eu beaucoup d'ajouts pour en faire un film qui parle aussi aux fans de la trilogie de Jackson, de la première. Et du coup, voilà, je me disais quand même, un jour il faudrait que je lise le récit original, parce que c'est pas le tout de se renseigner en long, en large et en travers sur la vie de Tolkien, mais lire Le Hobbit, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est chose faite, je rattrape mon retard dont j'ai très honte en réalité, de ne pas avoir lu ce livre avant. Là c'est l'édition, donc c'est toujours chez Christian Bourgois, parce que c'est l'éditeur français historique de Tolkien, et ils ont sorti beaucoup d'éditions différentes. Donc il y a eu des éditions illustrées, d'autres sans illustration. De ce texte, il y a eu des poches, enfin il y a eu beaucoup d'éditions, pas que chez Bourgois. Le poche doit être chez Livre de Poche, je crois. Mais cet éditeur a fait un énorme travail pour faire connaître Tolkien dès les premières éditions françaises, et encore maintenant, pour transmettre tout le travail monstrueux et fantastique qu'a fait cet auteur, qui est absolument incontournable, et dans la littérature de l'imaginaire et dans la littérature tout court. Je l'aime, je crois que ça se voit. Vraiment, enfin lisez Tolkien, bouffez-en, vous n'en aurez jamais assez. C'est un auteur qui en plus qui est hyper connu, donc ça se trouve, tout ce que je vous dis vous le savez déjà, mais qui a non seulement marqué un tournant dans la fantasy, de par son inventivité, la densité de ses intrigues, de son univers, toute la mythologie qu'il a créée autour de l'univers dans lequel se passent ces histoires, mais qui aussi inventait des alphabets, et qui a fait un travail absolument phénoménal de création d'univers. Donc voilà, c'est très bien, c'est merveilleux, lisez-le. Le Hobbit, j'imagine que pas mal de monde connaît l'histoire, donc je vais vraiment la résumer en quelques lignes. Donc un hobbit qui n'a pas l'habitude de l'aventure, parce que chez les hobbits, l'aventure, on n'aime pas ça, on aime manger ses 50 000 repas de la journée en fumant sa pipe et en arrosant son jardin. Un hobbit va donc se retrouver embarqué dans une aventure auquel il ne s'attendait pas du tout. Il va suivre une troupe de nains et un magicien très loin pour un voyage jusqu'à la montagne où se trouve l'ancien royaume des nains, qui leur a été confisqué par le dragon Smaug. Et ils entendent bien récupérer et leur ancienne forteresse et leur trésor, mais pour ça la route va être très périlleuse, ils vont passer par plein de péripéties, il va se passer énormément de choses. Et le Hobbit, à la base, c'est un livre que Tolkien a écrit pour les enfants, alors que Le Seigneur des Anneaux, qui est venu un peu plus tard, lui, était plus à destination d'un public adulte. Vraiment, c'est une lecture qui est super agréable, le rythme est hyper fluide, les péripéties s'enchaînent à un rythme effréné, c'est très drôle, il y a beaucoup de scènes très loufoques, très humoristiques. Moi, ça me fait penser des fois aux albums d'Astérix où pour un oui ou pour un non on se bagarre, on se tape sur la figure parce qu'à la fois on se supporte pas, puis à la fois c'est rigolo de se bagarrer. On a ces scènes comme ça qui sont super marrantes. Et c'est de la très bonne littérature et jeunesse et imaginaire. Même à l'âge adulte, vous pouvez vraiment vous régaler parce que c'est super bien écrit. Un petit mot sur la traduction, donc ça c'est la dernière édition du Hobbit sortie par Bourgois, et il me semble qu'il y en a une autre cette année, mais je me perds un peu, j'avoue, dans leur parution. Elle est illustrée, alors j'essaie de vous en trouver une parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 illustrations, mais elle est illustrée.
La traduction, c'est la traduction la plus récente qui change quand même drastiquement de la vieille traduction française qui était aussi bonne. Tolkien était quelqu'un d'assez érudit, qui avait beaucoup de vocabulaire, et donc on a des tournures de phrases voilà, qui sont recherchées, etc. Et dans cette traduction, on va avoir une simplification des tournures de phrases et du vocabulaire, alors sans... ça reste quand même une belle écriture très riche dans la langue, mais on va avoir des tournures de phrases un petit peu simplifiées, et notamment sur les chansons et les poèmes pour coller un peu plus à ce que voulait Tolkien en termes de rythme, en termes de sonorité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup de l'ancienne traduction. Les deux sont très bonnes, mais celle-ci, a priori, est vraiment beaucoup plus fidèle au rythme voulu par l'auteur. Les noms des villes et des personnages, du coup, sont modifiés par rapport à l'ancienne traduction. Et ça peut valoir le coup, si vous l'avez déjà lu, de relire celle-ci pour voir ce qui change, parce qu'en fait, ça change énormément de choses. Voilà, je pense que si je continue, je vais m'étendre pendant très très longtemps pour redire à quel point Tolkien est génial, donc en fait je vais juste arrêter et vous conseiller de lire tout ce qu'il a écrit, mais vous pouvez commencer par Le Hobbit, qui est une lecture hyper fluide, hyper agréable, ça se lit tout seul, c'est que du bon, c'est que du bonheur cette lecture, et voilà, vous commencez par ça avant de vous tartiner le Silmarillion par exemple, qui va être un petit peu plus compliqué, vachement plus dense, mais ça c'est une très bonne introduction si vous ne connaissez pas l'auteur, ou si vous avez vu le film et que vous voulez avoir la véritable histoire, parce que dans le film il y a quand même eu énormément d'ajouts qui n'ont rien à faire dans l'histoire originale, donc voilà, vous virez Legolas, vous virez Toriel, vous virez Galadriel, vous virez pas mal de monde, et vous obtenez quand même une aventure épique où il se passe énormément de choses. Voilà, allez j'arrête, lisez Tolkien.